Le jour où sa sœur lui a volé l'homme qu'elle aimait, Folak a cru que sa vie était terminée. Tout le quartier a ri de sa honte. Sa propre famille lui a tourné le dos. Quelques semaines plus tard, elle a accepté d'épouser un homme pauvre, silencieux, et vêtu simplement un homme que personne ne regardait vraiment. Les gens murmuraient qu'elle avait choisi la misère parce qu'elle n'avait plus aucune valeur. Mais parfois, ceux qui semblent n'avoir rien cachent un destin plus grand que tous les riches de la ville. Avant d'aller plus loin, dites-nous, dans quel pays vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous aimez les histoires fortes, pleines d'émotions, de justice et de surprise, abonnez-vous doucement à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Folak vivait avec sa famille dans un quartier populaire d'Abidjan où tout le monde connaissait la vie des autres avant même qu'elle ne soit racontée. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres, séparées par de petites ruelles de terre rouge où les enfants jouaient au football avec des ballons usés. Le matin, on entendait les motos, les vendeuses de beignets, les cris des commerçants et les radios allumées dans presque toutes les cours. Folak était connue dans le quartier pour sa douceur. Elle n'était pas le genre de femme qui parlait fort ou qui cherchait à attirer l'attention. Elle travaillait dans un petit atelier de couture, avec une vieille voisine qui lui avait appris à manier les tissus, les aiguilles et les broderies fines. Ses mains étaient habiles, patientes, précises. Elle aimait voir une robe prendre forme lentement, morceau après morceau, comme si elle pouvait réparer la vie des gens avec du fil et du tissu. À 26 ans, elle avait déjà appris à porter beaucoup de choses en silence. Son père était mort plusieurs années plus tôt d'une maladie soudaine. Depuis ce jour, sa mère Adouni était devenue plus dure. Elle parlait souvent d'argent, de sécurité, de réputation. Elle répétait sans cesse que dans ce monde, une femme sans soutien pouvait être écrasée du jour au lendemain. Folak vivait avec elle, avec sa grande sœur Yetunde, et avec leur jeune frère Seyi qui n'avait que 10 à 7 ans. Seyi adorait sa sœur cadette. Il disait souvent qu'elle était la seule personne de la maison qui savait encore sourire sans calculer ce qu'elle pouvait gagner en retour. Mais dans cette maison, tout n'était pas paisible. Depuis longtemps, Folak sentait qu'il existait une sorte de rivalité silencieuse entre elle et Yetunde. Pourtant, lorsqu'elles étaient enfants, elles étaient inséparables. Elles dormaient dans le même lit, partageaient les mêmes vêtements et se racontaient leurs secrets jusque tard dans la nuit. Mais avec les années, quelque chose avait changé. Yetunde avait 30 ans. Elle était belle, très élégante, toujours parfaitement coiffée. Elle savait entrer dans une pièce et faire tourner les regards. Elle aimait les vêtements chers, les sacs de marque, les parfums coûteux. Elle disait souvent qu'elle ne voulait pas finir comme les femmes du quartier qui passaient leur vie à souffrir pour des hommes pauvres. Pendant longtemps, elle avait pensé qu'elle serait la première à faire un beau mariage. Puis Tunde était arrivée dans la vie de Folak. Tunde venait d'une famille influente. Son père possédait plusieurs magasins de matériaux de construction et quelques terrains dans différents quartiers d'Abidjan. Lui-même travaillait dans une entreprise d'import-export et roulait dans une voiture qui attirait l'attention partout où il passait. Quand il avait demandé la main de Folak, le quartier entier en avait parlé pendant des semaines. Adouni avait commencé à sourire davantage. Elle parlait déjà du mariage comme si sa propre vie allait enfin changer. Elle disait aux voisines que sa fille allait entrer dans une grande famille, qu'elle ne manquerait plus jamais de rien. Folak, elle, ne pensait pas à l'argent. Elle aimait surtout le calme que Tunde semblait apporter dans sa vie. Il lui parlait avec douceur. Il disait qu'elle n'était pas comme les autres femmes, qu'elle avait quelque chose de rare. Quand il lui tenait la main, elle avait l'impression que toutes les difficultés du passé devenaient plus légères. Les préparatifs du mariage occupaient désormais toutes les conversations de la maison. Des tissus étaient étalés sur les lits. Des listes d'invités circulaient entre les mains. Adouni comparait les prix des décorations et parlait déjà de la cérémonie, comme si elle devait impressionner toute la ville. Yetunde participait à tout cela avec un sourire étrange. Elle aidait Folak à choisir ses robes. Elle lui proposait des coiffures. Elle lui donnait des conseils sur les bijoux et sur les chaussures. Mais plus les jours passaient, plus Folak sentait quelque chose de froid derrière ses attentions. Parfois, lorsqu'elle entrait dans une pièce, Yetunde se taisait brusquement. D'autres fois, elle surprenait sa sœur en train de regarder Tunde avec une expression qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Une nuit, alors que l'électricité venait de revenir après plusieurs heures de coupure, toute la famille était réunie dans la cour pour dîner. Adouni avait préparé du riz gras et du poulet. Tunde était là lui aussi. La chaleur était lourde. Les moustiques tournaient autour des lampes suspendues,
au-dessus de leur tête. Folak servait de l'eau lorsqu'elle remarqua quelque chose. Tund venait de dire une phrase qui avait fait rire Yetund. Rien d'extraordinaire. Pourtant, la manière dont il se regardait après ce rire troubla Folak. Le regard dura une seconde de trop. Yetund baissa ensuite les yeux vers son assiette avec un sourire discret. Folak sentit un malaise étrange traverser sa poitrine. Elle essaya de se convaincre qu'elle imaginait des choses. Après tout, le mariage approchait. Elle était fatiguée. Elle dormait peu. Elle avait peu. Être simplement peur que tout ce bonheur disparaisse. Mais les jours suivants, elle commença à remarquer d'autres détails. Tund répondait parfois très tard aux messages de Yetund. Une fois, Folak entra dans le salon et trouva sa sœur en train de rire au téléphone. Dès qu'elle la vit, Yetund coupa la conversation. C'était qui demanda Folak avec simplicité. Une amie répondit Yetund trop vite. Le lendemain, Tund annula un rendez-vous avec Folak au dernier moment. Il dit qu'il avait une réunion importante. Le soir même, en rentrant du marché, Folak aperçut sa voiture garée à quelques rues de la maison. Son cœur se serra. Elle ralentit le pas. De loin, elle vit Yetund sortir discrètement d'un petit café. Tund marchait derrière elle. Ils ne se tenaient pas la main. Ils ne s'embrassaient pas. Mais ils marchaient côte à côte avec une proximité qui ne ressemblait pas à celle d'un futur beau-frère et d'une sœur. Folak resta immobile au bord de la route. Elle sentit ses mains devenir froides. Pour la première fois, une peur profonde entra dans son cœur. Une peur qu'elle n'osait même pas nommer. Cette nuit-là, Folak ne dormit presque pas. Elle resta allongée sur son petit matelas, les yeux ouverts dans l'obscurité, pendant que les bruits du quartier entraient par la fenêtre entr'ouverte. On entendait des motos passer au loin, un chien aboyer, puis le silence. Pourtant, dans sa tête, tout faisait du bruit. Elle revoyait Yetund sortir du café. Elle revoyait Tund marcher derrière elle. Elle essayait de trouver une explication raisonnable. Peut-être qu'il préparait une surprise pour le mariage. Peut-être qu'elle se faisait du mal pour rien. Peut-être qu'elle était devenue méfiante à force de stress. Mais au fond d'elle-même, quelque chose refusait de la rassurer. Le lendemain matin, elle observa discrètement sa sœur pendant le petit déjeuner. Yetund avait mis une robe jaune très élégante et portait un parfum qu'elle réservait d'habitude aux grandes occasions. Elle semblait de très bonne humeur. Elle souriait seule en regardant son téléphone. Folak sentit son ventre se nouer. « Tu vas quelque part aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Oui » répondit Yetund, sans lever les yeux. « Je vais voir une amie à Cocody. » Aduni intervint aussitôt. « Elle fait bien. Une femme doit avoir des relations. Ce sont les relations qui ouvrent les portes dans ce pays. » Folak baissa les yeux vers son assiette. Quelques heures plus tard, elle se rendit à l'atelier de couture. Mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses doigts tremblaient. Elle cousait de travers. Sa vieille voisine, maman Clarisse, la regarda plusieurs fois avant de poser sa main sur son bras. « Quelque chose ne va pas, ma fille. » Folak hésita. Puis elle répondit « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. » La vieille femme la fixa longuement. Quand une femme commence à sentir le danger, c'est souvent parce que son cœur a déjà compris avant ses yeux. Ces mots suivirent Folak toute la journée. En fin d'après-midi, elle reçut un message de Tund. « Je ne pourrai pas passer ce soir. J'ai encore beaucoup de travail. » Folak regarda longtemps le message. Puis, sans vraiment réfléchir, elle prit un taxi collectif et demanda au chauffeur de la déposer près du bureau où Tund travaillait. Quand elle arriva, le soleil commençait à descendre lentement. Elle attendit devant l'immeuble pendant plus d'1 heure. Puis elle vit Tund sortir. Il n'était pas seul. Yetund marchait à côté de lui. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Ils riaient ensemble. Tund posa doucement sa main dans le bas du dos de Yetunde pour la guider vers sa voiture. Le geste dura à peine 1 seconde. Mais cette seconde détruisit quelque chose à l'intérieur de Folak. Elle resta cachée derrière un kiosque jusqu'à ce qu'il parte. Ensuite, elle marcha longtemps dans les rues, sans savoir où aller. Les larmes coulaient sur ses joues sans bruit. Elle rentra tard à la maison. Yetund n'était pas encore revenu. Aduni était assise dans la cour avec une voisine. « Où étais-tu » demanda sa mère d'un ton sec. « Une femme qui va bientôt se marier ne doit pas traîner dehors comme ça. » Folak ne répondit pas. Elle entra dans sa chambre, s'assit sur son lit et resta là immobile.
Quand Yetund rentra finalement, il faisait déjà nuit. Elle entra dans la chambre avec son téléphone à la main, encore maquillée, encore parfumée. Folak leva les yeux vers elle. « Tu étais où » demanda-t-elle. « Je viens de te le dire ce matin. Chez une amie. Ne me mens pas. » Un silence lourd remplit la pièce. Yetund posa lentement son téléphone sur la table. « Qu'est-ce que tu veux dire » Folak sentit sa gorge se serrer. « Je vous ai vu. » Le visage de Yetund changea à peine. Pas de surprise, pas de peur, seulement une forme de fatigue comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Tu nous as vus où ?» Devant son bureau, et avança près du café. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, Yetund croisa les bras, et alors Folak la regarda comme si elle ne la reconnaissait plus. « Et alors, c'est tout ce que tu trouves à dire. Je ne vais pas faire semblant d'être désolé, si je ne le suis pas. » Folak sentit une douleur brûlante dans sa poitrine. « C'est mon fiancé. »« Peut être sur le papier, » répondit Yetund froidement. « Mais dans la réalité, il ne t'aime plus. » Folak recula d'un pas. « Tu es ma sœur. Et toi, tu crois que ça m'a fait quoi de te voir toujours avoir ce que je voulais? Tu crois que je n'ai jamais souffert? Depuis qu'on est petite, tout le monde te regarde comme si tu étais meilleure que moi. Toi la gentille, toi la douce, toi la parfaite. Je ne t'ai rien pris. Tu m'as pris l'attention de tout le monde, sans même essayer. » Folak n'arrivait plus à respirer correctement. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ça va s'arrêter. » Yetund secoua lentement la tête. « Non, ça ne va pas s'arrêter. » À ce moment-là, Adouni entra dans la chambre. Elle regarda ses deux filles avec irritation. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Folak se tourna vers sa mère, les yeux pleins de larmes. « Maman, Yetund est avec Tund. » Adouni resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle soupira. « Je sais. » Folak eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Tu sais, depuis quelques semaines. »« Et tu ne m'as rien dit. » Adouni évita son regard. « Les choses changent dans la vie. Tund pense que Yetund lui correspond mieux. »« Maman, Tund est un homme riche, Folak. Il peut aider cette famille. Il peut aider ton frère. Il peut nous sortir de cette misère. Tu voulais que je fasse quoi? » « Que je refuse. » Folak recula encore. Elle regardait sa mère comme si elle voyait une étrangère. « Pour que... Donc vous avez décidé tout ça sans moi? Arrête de faire comme si tu étais la seule à souffrir, répondit Adouni. Nous avons tous fait des sacrifices. Folak sentit quelque chose se casser en elle. Le lendemain, Tund vint à la maison. Il demanda à parler à Folak dans la cour. Elle resta debout face à lui, les bras serrés contre elle. Tund semblait gêné, mais pas assez pour avoir honte. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. »« Alors comment tu voulais que je la prenne ?» demanda Folak d'une voix tremblante. « En recevant une invitation à votre mariage, Tund baissa les yeux. Je pensais t'aimer, mais avec le temps j'ai compris que Yetund et moi avions plus de choses en commun. » Folak le regarda avec douleur. « Tu étais prêt à m'épouser. Les sentiments changent. » « Non, les sentiments ne changent pas aussi vite. Ce qui change, c'est le courage. » Tund resta silencieux. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit dans tout le quartier. Les voisines parlaient à voix basse dès que Folak passait. Certaines femmes faisaient semblant d'avoir pitié. D'autres souriaient discrètement. Les invitations du mariage furent modifiées. Le nom de Folak disparut. Un après-midi, incapable de supporter davantage les regards Folak, prit quelques vêtements dans un sac et partit chez sa tante Iyabo, dans un village situé à plusieurs heures d'Abidjan. Elle quitta la maison sans se retourner. Dans le car qui roulait sur la route poussiéreuse, elle regardait les paysages défiler derrière la vitre. Elle avait l'impression de ne plus rien valoir, comme si on lui avait volé bien plus qu'un homme, comme si on lui avait volé sa place dans le monde. Le village où vivait tante Iyabo semblait très loin du bruit d'Abidjan. Il n'y avait ni immeuble, ni klaxon, ni grands panneaux publicitaires. Seulement une longue route de terre rouge, des maisons basses entourées d'arbres, des champs, quelques motos et des femmes qui revenaient du marché avec des bassines posées sur la tête. Quand Folak descendit du car, le soleil était déjà bas dans le ciel.
Elle portait un petit sac de voyage et avançait lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Tante Iabo l'attendait devant sa maison. C'était une femme, au visage marqué par les années, mais avec des yeux pleins de douceur. Elle serra Folak contre elle, sans poser de questions. La maison était simple, 2 petites chambres, une cuisine extérieure, une cour en terre battue avec quelques poules qui circulaient librement. Le soir, on entendait les grillons levant dans les arbres et les voix lointaines des voisins. Pendant les premiers jours, Folak parla très peu. Elle aidait sa tante à balayer la cour, à préparer les repas, à aller chercher de l'eau ou à trier les légumes. Elle passait aussi de longues heures assise sous un vieux manguier derrière la maison. Elle regardait le ciel sans vraiment le voir. Parfois, elle pensait à Tunde. Mais ce qui lui faisait le plus mal n'était pas seulement sa trahison. C'était le regard de sa mère. C'était la manière dont Adouni avait choisi l'argent plutôt que sa propre fille. Chaque fois qu'elle repensait à cette conversation, elle sentait sa poitrine se serrer de nouveau. Un matin, tante Iabo lui demanda de l'accompagner au marché du village. Le marché était petit mais vivant. Il y avait des vendeuses de fruits, des sacs de riz empilés, des tissus colorés suspendus devant les boutiques des enfants qui couraient partout. Folak aidait sa tante à porter quelques paniers lorsqu'elle entendit soudain un bruit de dispute un peu plus loin. Une moto venait de tomber sur le côté près d'un stand de tomates. Un vieil homme criait parce qu'une caisse s'était renversée. Le conducteur de la moto essayait calmement de relever son véhicule tout en s'excusant. Folak tourna la tête. L'homme devait avoir un peu plus de 30 ans. Il était grand, avec une peau sombre, un visage sérieux et des épaules solides. Il portait une chemise simple, un pantalon usé et des sandales poussiéreuses. Il ne ressemblait pas à un homme riche. Pourtant, il avait quelque chose de différent. Même dans cette situation embarrassante, il restait calme. Il aida le vieil homme à ramasser les tomates tombées au sol. Ensuite, il sortit un peu d'argent de sa poche pour compenser les pertes. Le vieil homme continua à se plaindre malgré tout. L'inconnu ne répondit pas. Il releva simplement sa moto, salua poliment et s'apprêta à repartir. « C'est Adewale, dit-elle. » Folak tourna légèrement la tête. « Tu le connais ? Tout le monde le connaît ici. Il répare des motos, des générateurs, parfois même des pompes à eau. Quand quelqu'un a un problème, il vient toujours aider. » Folak observa l'homme s'éloigner sur la route. Il a l'air calme. Tante Iabo hocha la tête. Trop calme pour ce monde. Quelques jours plus tard, Folak le revit. Cette fois, c'était près du puits. Une femme âgée essayait de porter un grand seau d'eau jusqu'à sa maison. Adewale s'approcha sans rien dire, prit le seau et l'accompagna jusqu'à sa porte. Il ne cherchait pas à être admiré. Il ne regardait même pas autour de lui pour voir si quelqu'un le remarquait. Le lendemain encore, Folak le croisa devant une petite boutique. Une vieille dame essayait de faire démarrer son groupe électrogène sans succès. Adewale s'agenouilla dans la poussière, répara la panne en quelques minutes, puis repartit sans demander d'argent. Peu à peu, Folak commença à le remarquer malgré elle. Pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il essayait de l'impressionner, mais justement parce qu'il ne faisait rien pour attirer les regards. Un après-midi, alors qu'elle revenait seule du marché avec un sac de manioc, la pluie commença brutalement à tomber. En quelques secondes, la route devint boueuse. Folak se mit à marcher plus vite, mais son pied glissa sur une pierre mouillée. Le sac tomba dans la boue. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, quelqu'un se pencha pour l'aider. C'était Adewale. « Faites attention, » dit-il calmement. Folak baissa les yeux. « Merci. » Il ramassa le sac, le secoua légèrement, puis le posa sur sa moto. « Je vais vous déposer. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes déjà trempé. Montez. » Folak hésita quelques secondes. Puis elle accepta. Pendant tout le trajet, aucun d'eux ne parla vraiment. La pluie frappait leurs vêtements. Le vent était frais. Quand ils arrivèrent devant la maison de tante Iabo, Adewale descendit de la moto et posa le sac devant la porte. « Merci encore, » dit Folak. Il hocha simplement la tête. Puis il s'apprêta à repartir. Mais avant qu'il ne remonte sur sa moto, tante Iabo sortit de la maison. « Adewale, entre donc boire quelque chose avant de partir. » Il hésita. « Je ne veux pas déranger. Tu ne déranges personne. » Il entra finalement dans la cour. Tante Iabo servit du thé chaud et quelques beignets. Au début, la conversation resta simple. On parla de la pluie du marché du village. Puis, tante Iabo demanda « Tu vis toujours seule.
Adewale resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Oui, tu ne t'es jamais remarié. » Folak baissa légèrement les yeux. Elle se sentit soudain gênée d'entendre cette question. Mais Adewale répondit avec calme. Il y eut un silence. Puis il ajouta. « Ma femme est morte il y a 4 ans. » Folak releva doucement la tête. Pour la première fois, elle vit une tristesse discrète passer dans ses yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Moi aussi. » Plus tard, lorsqu'il partit, Folak resta longtemps assise dans la cour. Le vent faisait bouger doucement les feuilles du manguier. « C'est un homme bon, » dit Tanti Yabo. Folak ne répondit pas tout de suite. Elle pensait encore à la manière dont Adewale avait parlé de sa femme. Sans colère, sans plainte, comme quelqu'un qui avait appris à vivre avec une blessure profonde. « Il n'a pas l'air heureux, » dit-elle finalement. Les gens qui souffrent vraiment ne montrent pas toujours leur douleur. Folak regarda la route vide devant la maison. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit son cœur devenir un peu moins lourd. Adewale n'avait rien fait d'extraordinaire. Il n'avait pas essayé de la séduire. Il ne lui avait pas promis une vie meilleure. Mais près de lui, elle ne se sentait ni humiliée, ni rejetée, ni comparée à quelqu'un d'autre. Elle se sentait simplement regardée comme une personne. Et cela faisait longtemps que personne ne l'avait regardée ainsi. Les jours passaient lentement au village, mais pour la première fois depuis longtemps, Folak avait l'impression de respirer un peu mieux. Elle aidait Tanti Yabo dans les tâches quotidiennes, préparait, les repas allaient au marché, et cousait parfois quelques vêtements pour les voisines. Les nuits restaient difficiles. Il lui arrivait encore de se réveiller en pensant à Tunda Yetunda, sa mère. Certaines blessures continuaient de brûler dans son cœur, mais peu à peu, quelque chose changeait. Adewale passait parfois devant la maison pour apporter un sac de charbon, réparer une porte, vérifier une vieille pompe à eau ou simplement saluer Tanti Yabo. Il ne cherchait jamais à rester trop longtemps. Pourtant, chaque fois qu'il repartait, Folak remarquait qu'elle regardait la route pendant quelques secondes de plus. Un matin, Tanti Yabo lui demanda d'aller vendre quelques tissus et quelques nappes brodées au marché de la ville voisine. « Tu as besoin de voir autre chose que ce village, dit-elle. Tu ne peux pas rester caché toute ta vie. » Folak accepta. Elle prit un taxi-brousse dès l'aube et arriva au marché avant que la chaleur ne devienne trop forte. Elle s'installa sous un petit abri de fortune avec ses tissus soigneusement pliés devant elle. Pendant quelques heures, les choses se passèrent bien. Quelques femmes s'arrêtèrent pour regarder son travail. Une commerçante acheta 2 nappes. Une autre lui demanda si elle pouvait lui coudre une robe pour une cérémonie. Folak sentit un peu de fierté revenir en elle. Puis en début d'après-midi, elle entendit une voix qu'elle aurait préféré ne jamais entendre. « Regardez qui est là. » Elle leva la tête. Yetunde se tenait devant elle, vêtue d'une robe coûteuse, des lunettes de soleil sur le visage, un sac de luxe au bras. Tunde était à côté d'elle. Pendant une seconde, Folak crut qu'elle allait tomber. Elle ne les avait pas revus depuis son départ. Yetunde retira lentement ses lunettes. « Alors tu vends des nappes maintenant ?» Folak ne répondit pas. Tunde évitait son regard. « Nous sommes venus choisir des tissus pour la décoration de notre mariage », ajouta Yetunde avec un sourire. « Il faut bien que quelqu'un réussisse dans cette famille. » Folak sentit ses mains trembler. « Laisse-la. Tranquille, » murmura Tunde. Mais Yetunde n'avait pas fini. « Tu sais, finalement c'est peu. Être mieux comme ça. Toi et Tunde, vous n'étiez pas faits pour être ensemble. Tu as toujours été trop simple pour ce monde. » Autour d'eux, quelques personnes commençaient à regarder discrètement la scène. Folak sentit la honte monter en elle. Elle voulait partir. Elle voulait disparaître. Mais ses jambes semblaient lourdes. Puis Yetunde regarda les tissus posés devant elle et laissa échapper un petit rire. « Franchement, je ne sais même pas comment tu vas survivre comme ça. » À ce moment-là, une voix calme se fit entendre derrière elle. « Elle survivra très bien. » Tout le monde se retourna. Adewale venait d'arriver. Il portait une chemise claire légèrement froissée et un pantalon simple. Il avait probablement passé la journée à travailler. Ses mains étaient encore tachées de graisse. Pourtant, sa présence imposa immédiatement le silence. Il s'approcha lentement de Folak. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête sans parler. Yetunde observa Adewale de haut en bas. « Et vous êtes qui ? Quelqu'un qui n'aime pas voir une femme humiliée en public. » Yetunde eut un sourire méprisant. « Vous devez être un ami du village. »« Oui. Je comprends mieux. »
Elle jeta un regard moqueur à ses vêtements simples. Finalement, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Folak baissa les yeux honteuses. Mais Advalé resta calme. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et très peu de dignité, dit-il doucement. Et il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui savent encore respecter les autres. Le visage de Yetunde se durcit. Tunde lui regardait le sol. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Yetunde remit ses lunettes. « Viens Tunde, nous perdons notre temps ici. » Ils partirent sans se retourner. Folak resta immobile. Elle sentait ses yeux se remplir de larmes. Advalé s'assit doucement sur une petite caisse en bois près d'elle. « Ne pleurez pas pour des gens qui ont oublié leur humanité, dit-il. » Folak essaya de retenir ses larmes, mais elle n'y arriva pas. « Ils m'ont tout pris, » murmura-t-elle. « Même quand j'essaie de recommencer, ils reviennent pour me rappeler que je ne suis rien. » Adévoile resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit. « Une personne ne devient pas sans valeur, parce qu'on l'a rejetée. Parfois, ceux qui nous rejettent ne voient simplement pas ce que nous valons. » Folak le regarda. Il parlait avec une simplicité qui faisait encore plus mal, parce qu'elle sentait qu'il disait vrai. En fin de journée, ils reprirent ensemble la route du village. Adévoile avait proposé de transporter les tissus restants sur sa moto. Il marchait lentement à côté du véhicule, car la route était mauvaise. Le soleil commençait à descendre derrière les arbres. Après un long silence, Folak demanda « Pourquoi vous êtes venu au marché ? Je devais acheter une pièce pour réparer un générateur. » Elle hocha la tête. Puis elle hésita avant de poser une autre question. « Pourquoi vous vivez seul ?» Adévoile regarda un instant la route devant lui. « Parce qu'après la mort de ma femme, je n'ai plus eu envie de recommencer. Vous l'aimiez beaucoup. » Il eut un petit sourire triste. « Oui. » Le silence revint, puis il ajouta. « Quand elle est tombée malade, je n'avais pas assez d'argent pour payer tous les soins dont elle avait besoin. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais parfois l'amour ne suffit pas. » Folak sentit son cœur se serrer. Elle comprenait cette douleur, pas la même douleur, mais une douleur qui laisse une personne différente pour toujours. Quand ils arrivèrent devant la maison de tante Iyabo, le ciel était déjà orange. Adévoile posa les tissus près de la porte. « Merci, » dit Folak. « Ce n'est rien. » Il allait repartir. Mais cette fois, Folak sentit qu'elle ne voulait pas qu'il parte tout de suite. « Attendez. » Il se retourna. Elle baissa légèrement les yeux. « Vous voulez entrer boire quelque chose ?» Adévalé sembla surpris, puis il hocha la tête. Ils s'assirent dans la cour pendant que tante Iyabo préparait du thé. Le vent du soir soufflait doucement. Pour la première fois depuis longtemps, Folak rit un peu. Pas longtemps, pas fort, mais assez pour se rappeler qu'elle en était encore capable. Quelques jours plus tard, alors qu'ils marchaient ensemble près de la rivière Adéwalé, s'arrêta sous un grand arbre. Il regarda Folak longuement, puis il prit une inspiration. « Je sais que vous souffrez encore, dit-il doucement. » Il baissa légèrement les yeux avant de reprendre. « Je crois que je suis en train de m'attacher à vous. » Folak resta immobile. Le vent faisait bouger doucement les branches au-dessus de leur tête. Puis Adévalé ajouta « Et si vous me le permettez, j'aimerais vous demander quelque chose de très sérieux. » Folak resta immobile sous le grand arbre. Le vent faisait doucement bouger les feuilles au-dessus de leur tête, et au loin, on entendait les voix de quelques enfants qui jouaient près de la rivière. Adévoile semblait calme, mais Folak remarqua qu'il évitait de la regarder directement, comme s'il craignait déjà sa réponse. « Je sais que cela peut vous sembler trop rapide, dit-il d'une voix basse. Je sais aussi que vous avez été blessé profondément. Mais depuis que vous êtes arrivé ici, je n'arrête pas de penser à vous. » Folak sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait pas imaginé entendre ces mots si tôt. « Adéval, je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas une voiture de luxe, je n'ai pas beaucoup de choses à montrer. Mais je sais respecter une femme. Je sais être fidèle. Et si vous me laissez une place dans votre vie, je vous promets que je ne vous ferai jamais honte. » Folak baissa les yeux. Une partie d'elle voulait pleurer. Une autre voulait fuir. Elle avait passé des semaines à essayer de recoller les morceaux de son cœur. Elle ne savait pas si elle était capable de croire encore en quelqu'un. « Je ne sais pas quoi répondre, » murmura-t-elle. Adéwalé hocha lentement la tête. « Je comprends.
Je ne vous demande pas de répondre aujourd'hui. » Ils rentrèrent ensuite au village, presque en silence. Mais cette nuit-là, Folak ne dormit presque pas. Elle repensait aux paroles d'Advalé. Elle repensait à son regard calme, à sa manière de parler, à sa patience. Pourtant, la peur était toujours là. Elle avait peur d'aimer encore. Elle avait peur de se tromper. Elle avait peur qu'un autre homme finisse lui aussi par la remplacer dès qu'il trouverait mieux. Le lendemain matin, tante Iyabo remarqua immédiatement que quelque chose troublait sa nièce. Pendant qu'elles épluchaient des ignames dans la cour, elle demanda doucement « Qu'est-ce qu'il t'a dit hier ?» Folak releva la tête surprise. « Comment tu sais qu'il m'a dit quelque chose ?» Tante Iyabo eut un petit sourire. « Parce que je ne suis pas aveugle, et parce que je vois comment il te regarde depuis des semaines. » Folak resta silencieuse quelques secondes, puis elle murmura « Il veut m'épouser ». Tante Iyabo ne sembla pas surprise. Elle continua à éplucher calmement avant de répondre. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Folak regarda ses mains. « Je ne sais pas. J'ai peur. De quoi de refaire confiance à quelqu'un, de souffrir encore, de me tromper. Folak, il y a des hommes qui savent parler. Et il y a des hommes qui savent agir. Tunde t'a fait de belles promesses, mais au moment de choisir, il a choisi lui-même. Adewale, lui, n'a rien promis de grand. Pourtant, depuis ton arrivée ici, il n'a cessé de te respecter. » Folak sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais il est pauvre. » Tante Iyabo la regarda longuement. La pauvreté n'est pas la pire chose qui puisse arriver dans une maison. Le manque de respect est pire. La trahison est pire. Ces mots restèrent dans le cœur de Folak toute la journée. 2 jours plus tard, Adewale revint à la maison. Il portait une chemise propre et tenait un petit sac en papier dans la main. Quand tante Iyabo les laissa seuls dans la cour, il posa le sac sur la table. À l'intérieur, il y avait un petit bracelet simple en argent. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais je voulais vous offrir quelque chose. » Folak regarda le bracelet. Il était modeste. Mais elle sentit immédiatement qu'il avait plus de valeur que tous les cadeaux coûteux que Tunde lui avait offerts autrefois. Parce qu'il avait été donné avec sincérité. « Merci » murmura-t-elle. Adewale prit une inspiration. « Je ne veux pas vous mettre la pression, mais j'ai besoin de savoir si je dois continuer à espérer. » Puis elle leva enfin les yeux vers lui. « J'ai peur, Adewale. Moi aussi. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Moi non plus. » Ils se regardèrent en silence. Puis Folak sentit quelque chose se détendre doucement dans son cœur. Comme si pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus besoin de se protéger autant. « D'accord, » murmura-t-elle. Adewale fronça légèrement les sourcils. « D'accord » Folak hocha lentement la tête. « Oui, je veux essayer. » Pendant quelques secondes, il ne bougea pas. Puis un sourire discret apparut sur son visage. Ce n'était pas le sourire fier d'un homme qui venait de gagner quelque chose. C'était le sourire soulagé d'un homme qui avait peur de perdre. Le mariage fut organisé rapidement, mais avec simplicité. Il n'y eut ni salle luxueuse, ni grand orchestre, ni décoration extravagante. Tante Iyabo invita quelques voisins, quelques amis du village et un imam respecté de la région. Folak porta une robe simple cousue de ses propres mains avec un tissu blanc discret et quelques broderies fines autour des manches. Adewale portait un grand boubou beige propre et élégant. Le matin de la cérémonie, Folak se regarda longtemps dans le petit miroir accroché au mur de sa chambre. Elle ne se sentait pas comme une femme qui vivait un conte de fées. Elle se sentait comme une femme qui essayait simplement de recommencer sa vie. Et parfois, c'était déjà énorme. Adouni ne vint pas au mariage. Yetunde non plus. Mais quelques jours avant la cérémonie, elles avaient appris la nouvelle. Une voisine du village avait reconnu Folak au marché et avait raconté toute l'histoire à une cousine d'Abidjan. Très vite, les moqueries avaient commencé. Adouni avait appelé tante Iyabo au téléphone. Elle est devenue folle, avait-elle demandé avec colère. Après tout ce qu'elle a vécu, elle veut maintenant épouser un réparateur de moto. Tante Iyabo était restée calme. Au moins cet homme la respecte. Adouni avait poussé un soupir méprisant. Le respect ne nourrit pas une famille. Plus tard, Yetunde avait aussi envoyé un message à Folak. « J'espère que tu sais ce que tu fais. Tu mérites mieux que ça. » Folak avait lu ce message plusieurs fois. Puis elle avait reposé son téléphone sans répondre. Parce qu'au fond d'elle-même, elle commençait à comprendre une chose. Les gens comme Yetunde croyaient que la valeur d'un homme se mesurait à sa voiture, à sa maison ou à son compte bancaire. Mais elle désormais regardait autre chose.
Le jour du mariage, après la cérémonie, tout le monde partagea un repas simple dans la cour de tante Iabo. On servit du riz, du poulet, des boissons fraîches et quelques gâteaux. Les enfants riaient. Les voisins parlaient fort. Le soleil descendait lentement derrière les arbres. Folak regarda Adévalet, qui discutait avec quelques anciens du village. Il semblait à sa place partout, comme s'il n'avait rien besoin de prouver. Et pour la première fois depuis très longtemps, Folak sentit une paix profonde entrer dans son cœur. Pas une joie bruyante, pas un bonheur spectaculaire, quelque chose de plus discret, quelque chose de plus solide. Comme si sa vie venait enfin de recommencer. Les premiers mois de mariage furent simples. Folak et Adévalet vivaient dans la petite maison du village, avec ses murs peints à la chaux, son toit en tôle et sa cour en terre battue. Rien n'était luxueux. Quand la pluie tombait trop fort, l'eau s'infiltrait parfois sous la porte. Quand le courant coupait, ils allumaient une vieille lampe à pétrole. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils semblaient avoir trouvé un rythme paisible. Le matin, Adévalet se levait avant le soleil. Il réparait des motos, des groupes électrogènes, des pompes à eau, parfois même de vieux réfrigérateurs. Il connaissait presque tout le monde dans le village. Les gens venaient frapper à leur porte à toute heure. Folak et elle continuaient à coudre. Peu à peu, des femmes des villages voisins commencèrent à lui apporter des robes à ajuster, des pagnes, à transformer des vêtements, à réparer. Certaines la payaient en argent. D'autres lui apportaient du manioc, des œufs ou des fruits. Le soir, ils mangeaient ensemble dans la cour sous le manguier. Adévalet parlait peu, mais sa présence rassurait Folak. Il ne criait jamais, il ne méprisait personne. Il la remerciait toujours pour les petites choses, le repas, la maison rangée, une chemise lavée. Au début, Folak avait du mal à croire qu'un homme puisse être aussi calme. Elle s'attendait toujours à ce qu'il change. Elle attendait le moment où il deviendrait froid, distant ou cruel. Mais ce moment ne venait pas. Pourtant, avec le temps, d'autres choses commencèrent à la troubler. Il disait qu'il devait aller chercher des pièces à Abidjan ou régler certains problèmes avec des fournisseurs. Il revenait toujours fatigué avec les mêmes vêtements simples, les mêmes sandales usées. Mais Folak remarquait des détails étranges. Parfois, il recevait des appels tard dans la nuit. Dès qu'elle entrait dans la pièce, il baissait la voix ou sortait dans la cour pour continuer la conversation. Une autre fois, alors qu'elle rangeait leurs affaires, elle trouva dans une vieille sacoche plusieurs documents soigneusement pliés. Elle aperçut des chiffres, des signatures, des noms de sociétés qu'elle ne connaissait pas. Quand Adévalet entra dans la chambre et vit les papiers dans sa main, il les reprit immédiatement. « Ce ne sont que des papiers de travail », dit-il. Il souriait, mais Folak sentit qu'il cachait quelque chose. À partir de ce moment-là, un doute discret s'installa dans son esprit. Elle essayait de ne pas y penser, mais elle avait déjà été trahie une fois. Et après une grande trahison, il devient difficile de faire confiance complètement. Un matin, Adévalet lui annonça qu'il devait partir à Lagos pour 2 jours. Lagos, répéta Folak avec surprise. « Je croyais que tu allais seulement à Abidjan pour le travail. Il y a quelqu'un qui m'attend là-bas, pour une affaire importante. » « Quelle affaire ?» Il hésita une seconde. « Une vieille histoire que je dois régler. » Folak ne posa pas plus de questions. Mais dès qu'il partit, elle sentit une inquiétude étrange monter en elle. Pendant les 2 jours suivants, elle essaya de s'occuper. Elle cousait. Elle aidait tante Iabo. Elle allait au marché. Mais son esprit revenait toujours au même endroit. Pourquoi un simple réparateur de moto devait-il aller si souvent dans de grandes villes? Pourquoi recevait-il autant d'appels? Pourquoi cachait-il certains papiers? Le 3e jour, Adévalet n'était toujours pas rentré. En fin d'après-midi, Folak reçut finalement un message. « Je suis à Abidjan. Je rentrerai demain matin. » Elle regarda l'écran longuement. Puis, sans trop savoir pourquoi, elle prit une décision soudaine. Le lendemain très tôt, avant même le lever du soleil, elle monta dans un taxi-brousse pour Abidjan. Elle se disait qu'elle voulait simplement le voir, simplement vérifier qu'il allait bien. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle voulait comprendre. Elle arriva dans la ville vers midi. Le bruit, la chaleur, les embouteillages et les immeubles lui donnèrent presque le vertige après des mois passés au village. Adévalet lui avait déjà parlé d'un endroit où il allait parfois chercher des pièces pour ses réparations. Folak décida de commencer par là. Elle attendit pendant près d'1 heure devant un grand garage, puis elle le vit enfin. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Adévalet descendait d'une voiture noire de luxe.
Pas une voiture ordinaire. Une voiture qu'elle n'avait jamais vue de près auparavant. Le chauffeur sortit le premier pour lui ouvrir la porte. Adewale portait une chemise blanche impeccable, une montre élégante et des chaussures de cuir noir. Pendant une seconde, Folak eut l'impression de regarder un autre homme. Il entra ensuite dans un grand immeuble moderne avec plusieurs gardes à l'entrée. Les gardes le saluèrent avec respect. L'un d'eux ouvrit rapidement la porte. Folak resta immobile de l'autre côté de la rue. Son cœur battait très fort. Elle ne comprenait plus rien. Pendant quelques minutes, elle resta là incapable de bouger. Puis, elle traversa la rue lentement. Elle regarda le nom inscrit sur le bâtiment. C'était le siège d'une grande société. Des hommes en costume entraient et sortaient du hall. Des voitures de luxe attendaient devant. Folak sentit sa gorge se serrer. Pourquoi Adewale était-il là? Était-il au service de quelqu'un? Était-il un employé ou mentait-il depuis le début? Elle entra timidement dans le hall. Le sol brillait tellement qu'elle avait peur de salir avec ses sandales. Une réceptionniste élégante leva les yeux vers elle. « Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un ?» Folak hésita. « Je cherche Adewale. » La jeune femme sourit immédiatement. « Monsieur Adewale est en réunion au dernier étage. » Folak sentit son ventre se nouer. « Monsieur, oui, madame. »« Monsieur Adewale. » La réceptionniste semblait surprise qu'elle pose la question. « Vous avez rendez-vous avec lui ?» Folak secoua lentement la tête. Puis elle quitta le bâtiment presque aussitôt. Dehors, le soleil lui semblait trop fort. Les voitures passaient autour d'elle, mais elle entendait à peine le bruit. Elle marcha jusqu'à un petit banc au bord de la route et s'assit. Ses mains tremblaient. Elle repensait à leur petite maison, à ses vêtements simples, à sa vieille moto, à ses absences, à ses appels secrets, à ses papiers cachés. Tout se mélangeait dans sa tête. Elle ne savait pas si elle devait être soulagée ou terrifiée. Mais une chose était certaine. Adewale n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Et pour la deuxième fois de sa vie, Folak sentit la peur de ne pas connaître vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Folak resta longtemps assise sur le petit banc, incapable de reprendre ses esprits. Les voitures passaient devant elle dans un bruit continu. Des hommes en costume entraient et sortaient du grand immeuble vitré derrière elle. Tout semblait aller vite autour d'elle, alors qu'elle avait l'impression que le temps venait de s'arrêter. Elle revoyait la réceptionniste sourire en disant « Monsieur Adewale, monsieur ». Ce mot résonnait encore dans sa tête. Elle pensa à ses vêtements simples, à la vieille moto, à la petite maison du village. Elle pensa à toutes les fois où il avait dit qu'il allait acheter des pièces ou réparer des générateurs. Était-ce un mensonge depuis le début ou seulement une partie de la vérité? Mais parce qu'elle avait l'impression d'avoir encore été tenue à distance, comme si les hommes qu'elle aimait finissaient toujours par lui cacher leur vraie vie. Pendant plusieurs minutes, elle hésita à repartir immédiatement au village, mais quelque chose en elle refusait de partir sans comprendre. Elle se leva finalement et retourna vers l'immeuble. Cette fois, elle demanda timidement à la réceptionniste « Est-ce qu'il travaille ici depuis longtemps ?» La jeune femme sourit poliment. « Depuis toujours. » « Madame. » Folak sentit son cœur accélérer. « Il est... directeur. » La réceptionniste eut un petit rire discret. « Directeur, non. Monsieur Adewale est le propriétaire. » Folak sentit ses jambes devenir faibles. « Le propriétaire. » « Oui. Du groupe Adewale Holdings. Les bureaux sont ici, mais il a aussi des sociétés à Lagos, Accra et Dakar. » Folak resta silencieuse. La réceptionniste la regarda avec curiosité. « Vous êtes de sa famille ?» Folak ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Puis elle secoua simplement la tête et quitta le bâtiment. Elle marcha longtemps dans les rues d'Abidjan sans savoir où aller. Elle n'arrivait plus à penser clairement. Adewale était riche, très riche, pas simplement à l'aise. Pas un homme qui possédait une voiture ou une maison. Un homme qui possédait des entreprises, des immeubles, des bureaux. Et il avait choisi de vivre dans une petite maison au village. Il avait choisi de réparer des motos. Il avait choisi de porter des vêtements simples. Pourquoi le soir elle reprit un taxi-brousse pour rentrer au village? Tout le trajet lui sembla interminable. Elle regardait la route sans la voir. Quand elle arriva, il faisait déjà nuit.
La lumière de la cour était allumée. Adhéval était assis sous le manguier. Dès qu'il la vit entrer, il se leva brusquement. « Folak !» Elle posa lentement son sac. « Tu étais où ?» demanda-t-il. « À Abidjan. » Le silence tomba immédiatement entre eux. Adhéval comprit. Il baissa les yeux quelques secondes. « Tu m'as suivi. Tu m'as menti. » Sa voix tremblait. Tante Yabo, qui se trouvait dans la cuisine extérieure, sentit immédiatement la tension. Elle préféra rentrer discrètement dans sa chambre pour leur laisser de l'espace. Folak regardait Adoualeh comme si elle voyait un étranger. « Qui es-tu vraiment ?» Adoualeh resta silencieux, puis il murmura. « Je voulais te le dire. Quand ? Après combien de mois ? Après combien d'autres mensonges ? » Ce n'était pas un mensonge. Folak eut un rire nerveux. « Tu m'as laissé croire que tu étais pauvre, parce que je voulais que quelqu'un me regarde autrement que pour mon argent. » Folak sentit ses yeux se remplir de larmes. « Et tu as décidé ça tout seul. Tu as décidé que je n'avais pas le droit de connaître la vérité. » Adoual passa une main sur son visage. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait fatigué. Quand les gens ont compris ce que je possédais, ils ont commencé à me regarder différemment. Certains membres de ma famille voulaient profiter de moi. Des femmes entraient dans ma vie uniquement parce qu'elles voyaient mon argent. Même des amis que je connaissais depuis des années ont essayé de me manipuler. Il regarda Folake. Alors j'ai commencé à vivre autrement. J'ai voulu voir s'il existait encore des gens capables de m'aimer sans savoir ce que j'avais. Folak resta silencieuse. Une partie d'elle comprenait sa douleur, mais une autre partie souffrait encore. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Tu pensais vraiment que j'étais comme ces gens-là ?»« Non. » « Alors pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Adval baissa les yeux. « Parce que j'avais peur. » Folak le regarda sans parler. « J'avais peur que si tu connaissais la vérité trop tôt, tu changes. J'avais peur que tu me regardes différemment. J'avais peur que tout ce qu'il y avait entre nous devienne faux. » Le silence revint. On entendait seulement les insectes dans la nuit et le vent dans les arbres. Folak sentit une larme couler sur sa joue. « Tu sais, ce qui me fait le plus mal ?» demanda-t-elle doucement. Adhéval releva les yeux vers elle. « Ce n'est pas le fait que tu sois riche. Ce n'est même pas le fait que tu m'aies caché ta fortune. C'est le fait que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me dire la vérité. » Adhéval sembla touché par ces mots. Il s'approcha lentement. « Je te fais confiance, Folak. Alors pourquoi j'ai dû découvrir ça seul dans un immeuble devant des inconnus ?» Il ne répondit pas, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Folak s'assit sur le petit banc de la cour. Elle avait l'impression d'être épuisée. Adhéval resta debout quelques secondes, puis il s'assit à côté d'elle. « J'ai grandi dans la richesse, » dit-il, après un long silence. « Mon père possédait déjà plusieurs entreprises. Mais quand il est mort, tout le monde s'est battu pour l'argent. Mes oncles, mes cousins, même certains de mes frères. J'ai vu des gens mentir, voler, trahir. J'ai appris très tôt que la richesse attire des personnes qui ne vous aiment pas vraiment. » Il regarda ses mains. Que là, chat, chassait, chassait, chat, 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 chat. Quand ma femme est morte, j'ai cru que je n'aimerais plus jamais. Puis, je t'ai rencontré. Et j'ai eu peur de perdre la seule chose sincère qui me restait. Folak sentit sa colère diminuer légèrement. Pas complètement, mais assez pour laisser entrer un peu de tristesse. Elle comprenait désormais que le secret d'Adval ne venait pas du mépris. Il venait de la peur. Et la peur rend parfois les gens maladroits. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle. Adhéval hocha la tête. « Je sais, je ne veux pas te quitter. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne te demande pas ça. » Ils restèrent longtemps assis côte à côte sous le manguier, sans se toucher, sans parler. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité, Folak ne se sentait plus seulement trahie. Elle se sentait face à un homme blessé. Un homme qui avait caché sa richesse comme d'autres cachent une cicatrice. Et même si son cœur était encore plein de doutes, elle comprenait qu'elle devait maintenant choisir entre rester prisonnière de ses anciennes blessures ou apprendre à regarder Adval avec des yeux nouveaux. Les jours qui suivirent furent étranges. Folak et Adhéval continuaient à vivre sous le même toit,
à manger ensemble, à se parler avec douceur. Pourtant, quelque chose avait changé entre eux. Pas quelque chose de mauvais, quelque chose de fragile. Folak ne savait plus très bien comment regarder son mari. Parfois, quand elle le voyait réparer une moto dans la cour avec ses vêtements tachés de graisse, elle se demandait combien de voitures de luxe il possédait réellement. Quand il s'absentait quelques heures, elle imaginait des bureaux immenses, des réunions des hommes en costume qui attendaient ses ordres. Elle avait l'impression de vivre avec deux personnes en même temps. L'homme simple qu'elle connaissait depuis des mois, et l'homme riche qu'elle découvrait à peine. Pourtant, Adewale ne changea rien à ses habitudes. Il continuait à se lever tôt. Il continuait à aider les voisins. Il continuait à manger avec elle dans la cour comme si sa fortune n'avait aucune importance. Mais Folak voyait désormais certains détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Sa façon de parler, sa manière naturelle de donner des ordres quand il recevait des appels, les montres discrètes mais très chères qu'il portait parfois, les costumes élégants soigneusement rangés dans une vieille valise qu'elle n'avait jamais ouverte. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, un grand véhicule noir s'arrêta devant la maison. L'un d'eux tenait une serviette en cuir. Ils regardèrent autour d'eux comme s'ils avaient du mal à croire qu'Adewale vivait dans un endroit aussi simple. Quand Adewale sortit de la maison, les deux hommes se redressèrent immédiatement. « Bonjour, monsieur », dit l'un d'eux avec respect. Folak sentit un léger malaise dans sa poitrine. « Monsieur », encore ce mot. Adewale se tourna vers elle. « Je dois partir à Lagos. Pendant 2 jours. Encore. Oui, il y a des problèmes dans une de mes entreprises. » Folak hocha la tête sans répondre. Il s'approcha d'elle. « Je reviendrai vite. » Elle lui adressa un petit sourire, mais au fond d'elle-même, elle se sentait encore perdue. Dès que le véhicule disparut sur la route, les voisines commencèrent à apparaître. Au village, rien ne restait secret longtemps. Une femme qui avait vu les hommes en costume, murmura Folak. « Qui sont ces gens ?» Une autre ajouta. « On dit qu'Adewale possède des immeubles à Abidjan. » Une troisième s'approcha davantage. « C'est vrai qu'il est milliardaire, Folak, » sentit les regards se poser sur elle. Elle détestait cela. Elle avait passé des mois à essayer d'oublier les humiliations, les rumeurs, les commentaires du quartier. Et maintenant, tout recommençait. Quelques jours plus tard, la nouvelle arriva jusqu'à Abidjan. Personne ne sut vraiment comment. Peu, être qu'un chauffeur avait parlé. Peu, être qu'un employé avait reconnu Adewale au village. Peu, être que quelqu'un avait simplement vu une photo. Mais très vite, tout le monde commença à apprendre que le mari pauvre de Folak était en réalité l'un des hommes d'affaires les plus riches de la région. Aduni fut la première à appeler. Folak regarda longtemps son téléphone avant de répondre. Elle n'avait presque plus parlé à sa mère depuis son départ. Folak s'écria « Aduni » d'une voix soudainement pleine de chaleur. « Ma fille, comment vas-tu » Folak sentit immédiatement l'hypocrisie dans sa voix. « Je vais bien. » « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Rien dit, sur quoi Aduni baissa légèrement le ton. « Ne fais pas semblant. Tout le monde parle de ton mari maintenant. On dit qu'il est très riche. On dit qu'il possède des entreprises partout. » Folak resta silencieuse. « Ma fille, tu aurais dû nous le dire. Nous sommes ta famille. » Ces mots firent mal à Folak, parce qu'elle se souvenait encore du jour où sa mère lui avait dit que Tound pouvait sortir la famille de la misère. Elle se souvenait encore du regard froid qu'elle avait eu quand elle l'avait abandonnée. « Vous n'étiez plus ma famille quand j'avais besoin de vous, » répondit-elle doucement. Puis elle reprit d'une voix plus douce. « Ne parle pas comme ça. Une mère reste une mère. » Folak sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de pleurer. Une mère protège ses enfants. Puis elle raccrocha. Le lendemain, Yetunde lui envoya un message. « J'ai entendu des choses sur ton mari. Tu aurais pu me le dire. » Folak regarda l'écran longtemps avant de poser le téléphone sans répondre. Mais Tunde lui réagit autrement. Quand il apprit la vérité sur Adewale, il sentit quelque chose se briser en lui. Pendant des semaines, il avait vécu avec l'idée que Folak avait épousé un homme sans avenir. Il s'était rassuré en se disant qu'elle souffrait probablement dans une petite maison sans confort. Il imaginait encore qu'elle regrettait de l'avoir perdue. Puis, il apprit que cet homme possédait plus d'argent que lui. Beaucoup plus. Et pour la première fois depuis longtemps, il commença à voir Folak autrement. Il se rappela sa douceur, sa patience, sa fidélité.
Il se rappela surtout la manière dont elle l'avait aimé avant qu'il ne la trahisse. Pendant ce temps, ses propres affaires commençaient à aller mal. L'entreprise de Tund dépendait en partie de contrats avec plusieurs sociétés de transport et de construction. Un jour, en examinant certains dossiers, il découvrit un nom qui le fit pâlir. Adewale Holdings. Il relut plusieurs fois les documents, puis il comprit. Une partie de son argent venait indirectement d'entreprises liées à Adewale. Il sentit la honte et la colère monter en lui. Pour la première fois, il comprit à quel point il avait été aveugle. Pendant ce temps, Yetund commençait elle aussi à s'inquiéter. Depuis leur mariage, elle avait dépensé énormément d'argent. Elle avait acheté des vêtements, des bijoux, des sacs, des meubles. Elle vivait comme si l'argent ne pouvait jamais finir. Mais depuis quelques semaines, Tund était plus nerveux, plus distant. Il parlait moins. Il rentrait tard. Et quand Yetund essayait de lui parler de Folak, il changeait immédiatement de sujet. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur grande maison, Yetunde posa sa fourchette. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas » Tunde leva les yeux. « À qui ?»« À Folak. » Il resta silencieux. Et ce silence répondit à sa place. Yetund sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant longtemps, elle avait cru qu'elle avait gagné. Elle avait pris l'homme riche. Elle avait eu le beau mariage. Elle avait pris la place de sa sœur. Mais maintenant, pour la première fois, elle se demandait si elle n'avait pas simplement pris un homme vide pendant que Folak avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Au village, Folak observait tout cela de loin. Elle voyait les regards changer. Les mêmes personnes qui la méprisaient autrefois commençaient à lui parler avec respect. Des voisines qui l'ignoraient auparavant venaient maintenant lui rendre visite. Même certains cousins éloignés recommençaient à appeler. Mais Folak refusait de changer. Elle continuait à coudre. Elle continuait à vivre simplement. Et surtout, elle refusait de se venger. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait une chose. Ce n'était pas la richesse d'Adewale qui lui avait redonné sa dignité. C'était la manière dont il l'avait regardée quand elle n'avait plus rien. Les semaines passèrent, mais le malaise grandissait dans la maison de Tund et Yetunde. Leur mariage, qui avait commencé dans le luxe et l'arrogance, semblait maintenant rempli de silence lourd et de regards évités. Yetund sentait chaque jour que quelque chose lui échappait. Tund n'était plus le même homme. Il ne parlait presque plus pendant les repas. Il restait souvent enfermé dans son bureau jusque tard dans la nuit. Il regardait parfois dans le vide pendant plusieurs minutes, comme s'il pensait à une vie qu'il avait laissée derrière lui. Et cette vie avait un nom. Folak. Un après-midi, Yetunde rentra plus tôt que prévu après un rendez-vous chez la coiffeuse. En entrant dans la maison, elle entendit la voix de Tunde dans le salon. Il parlait au téléphone. Elle s'arrêta dans le couloir. « Mais j'ai besoin de te voir. » Yetunde sentit immédiatement son cœur se serrer. Elle avança sans bruit. « Je ne veux pas parler de ça au téléphone, » continua Tunde. « Demain, au vieux restaurant près de la lagune. » À 15h, il raccrocha. Quand il se retourna, il vit Yetunde debout derrière lui. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. « Tu vas voir qui » demanda-t-elle finalement. Tund resta silencieux. Puis il répondit Folak. Yetunde sentit une vague de colère lui monter au visage. « Tu es sérieux ? Je veux juste lui parler. Après tout ce que tu lui as fait, tu crois qu'elle a encore envie de te voir. Je ne sais pas. Alors pourquoi tu continues à penser à elle ?» Tund détourna le regard. Tund détourna le regard. « Parce que j'ai peu être fait la plus grande erreur de ma vie. » Ces mots frappèrent Yetunde comme une gifle. Elle sentit ses mains trembler. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Je suis quoi dans tout ça ?» Tunde eut un rire amer. « Tu es la femme que j'ai choisie quand je croyais que l'argent, l'apparence et l'orgueil suffisaient à construire une vie. » Yetunde resta figée. Yetunde resta figée. Elle avait l'impression qu'il venait de lui arracher tout ce qu'elle avait passé des années à défendre. Le lendemain, Tund se rendit au vieux restaurant près de la lagune. C'était un endroit calme, loin du bruit du centre-ville. Quelques tables étaient installées à l'extérieur, sous de grands parasols. Folak arriva avec quelques minutes de retard. Quand elle le vit assis au fond de la terrasse, elle sentit immédiatement son cœur se serrer. Cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas regardé de si près. Il avait changé. Il semblait plus fatigué, plus tendu. Mais Folak ne ressentit ni tendresse ni nostalgie. Seulement une immense distance. Elle s'assit face à lui. « Pourquoi tu voulais me voir ?»
Toon baissa les yeux quelques secondes. Parce que je devais te parler. Alors parle. Il prit une inspiration. Je me suis trompé. Folak resta immobile. Je croyais que Yetund était ce qu'il me fallait. Je croyais que nous avions plus en commun. Je croyais que je voulais une femme qui comprenne le monde dans lequel je vis. Il leva enfin les yeux vers elle. Mais j'ai compris trop tard que ce n'est pas ça qui rend une femme précieuse. Folak sentit une colère froide monter dans sa poitrine. Et maintenant tu comprends ça. Oui, après m'avoir humilié devant tout le monde, après avoir laissé ma propre sœur prendre ma place, après avoir détruit ma relation avec ma mère, Tund baissa la tête. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Non, tu ne le mérites pas. Il resta silencieux. Puis il murmura « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Folak le regarda longuement. Pendant quelques secondes, elle revit la jeune femme qu'elle avait été avant toute cette souffrance. La femme qui croyait que Tund allait changer sa vie. La femme qui rêvait d'une maison d'enfants de paix. Mais cette femme n'existait plus. « Tu ne penses pas à moi, dit-elle finalement. Tu penses à ce que tu as perdu. » Tund sentit ses yeux se remplir de honte. Peut-être. Tu ne supportes pas de voir que je suis heureuse sans toi. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Folak se leva lentement. Je ne suis pas venu ici pour rouvrir le passé. J'ai une vie maintenant. Un mari, une maison, une paix que tu n'as jamais su me donner. Tund leva les yeux vers elle. Est-ce que tu l'aimes? Folak resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement oui. Elle partit sans se retourner. Quand elle rentra au village, Adewale était déjà revenu de Lagos. Il était assis dans la cour occupé à réparer une vieille radio. Dès qu'il vit son visage, il comprit que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Folak resta debout quelques secondes avant de répondre. J'ai vu Tunde aujourd'hui. Adewale posa lentement le tournevis qu'il tenait dans la main. Il ne sembla ni surpris ni jaloux, seulement attentif. Pourquoi? Parce qu'il voulait me parler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Folak s'assit lentement sur le banc sous le manguier. Il m'a dit qu'il regrettait. Il m'a dit qu'il avait fait une erreur. Il m'a dit qu'il pensait encore à moi. Adewale resta silencieux. Il regardait la terre devant lui. Folak sentit une angoisse monter dans son ventre. Elle avait peur qu'il se mette en colère, qu'il lui reproche d'être allé voir Tund. Mais Adewale finit par demander doucement « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Folak leva les yeux vers lui. Cette question la toucha plus que tout le reste, parce qu'il ne cherchait pas à contrôler sa réponse. Il ne cherchait pas à lui interdire de penser. Il voulait simplement connaître la vérité. « Je ressens de la colère, » dit-elle, « et aussi de la tristesse pour la femme que j'étais avant. Mais je ne veux plus revenir en arrière. » Adewale hocha lentement la tête. Puis il demanda « Est-ce que tu es heureuse avec moi ?» Folak sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle regarda cet homme qui avait accepté ses blessures, ses silences, ses peurs. Cet homme qui ne lui avait jamais demandé d'être parfaite. Cet homme qui lui avait offert quelque chose qu'elle n'avait jamais connu avant lui. La sécurité, le respect, la paix. « Oui, murmura-t-elle, je suis heureuse avec toi. » Adewale resta silencieux quelques secondes. Puis il prit doucement sa main. « Alors, le reste n'a pas d'importance. » Folak baissa les yeux vers leurs mains. Et à cet instant précis, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Il existe des hommes qui donnent des bijoux, des voitures, des promesses. Et il existe des hommes qui donnent la paix. Le premier type d'homme attire le regard. Le second change une vie entière. À partir de ce jour, quelque chose se brisa définitivement dans le mariage de Yetund et Tunde. Même lorsqu'ils se trouvaient dans la même pièce, ils semblaient séparés par une distance immense. Ils dormaient dans le même lit, mangeaient à la même table, vivaient dans la même maison, mais ils n'étaient plus vraiment ensemble. Yetund voyait bien que Tund ne faisait plus aucun effort. Il rentrait tard. Il répondait à peine à ses questions. Parfois, il restait assis dans le salon pendant des heures, un verre à la main, sans allumer la télévision, sans ouvrir un livre, sans parler. Yetund commençait à comprendre qu'elle n'avait jamais réellement gagné. Pendant longtemps, elle avait cru que l'amour était une compétition. Elle pensait qu'il suffisait de prendre ce que l'autre possédait pour être plus heureuse. Elle avait pris le fiancé de sa sœur. Elle avait pris la place de Folak. Elle avait eu le mariage luxueux, les bijoux, les compliments des voisines. Mais elle réalisait maintenant qu'on peut voler un homme
sans jamais réussir à voler son cœur. Un matin, Yetund trouva plusieurs lettres posées sur le bureau de Tund. Elle les ouvrit une par une. Des rappels de paiement, des dettes, des crédits, des contrats annulés. Elle sentit sa gorge se serrer. Quand Tund entra dans la pièce et la vit avec les papiers dans les mains, il ferma les yeux quelques secondes. « Tu fouilles maintenant dans mes affaires. »« Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il eut un rire fatigué. « Parce que tu n'aurais pensé qu'à une seule chose. À quoi est-ce que ça change pour toi ?» Yetund sentit ces mots lui faire mal, parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, elle avait vécu comme si l'argent ne pouvait jamais manquer. Elle achetait des vêtements, des sacs, des chaussures, des bijoux, sans même regarder les prix. Elle voulait toujours plus, toujours mieux. Elle avait besoin de montrer au monde qu'elle avait réussi. Mais maintenant, elle voyait les fissures partout. Les comptes se vidaient, les factures s'accumulaient. Et Tund ne semblait plus capable de contrôler la situation. « Tout va s'arranger, dit-elle d'une voix faible. « Non, répondit-il. Tout ne s'arrange pas toujours. » Pour la première fois depuis très longtemps, Yetunde eut peur. Une vraie peur. Pas la peur de perdre un homme. Pas la peur de perdre une maison. La peur de se retrouver face à elle-même sans argent, sans apparence, sans rien derrière quoi se cacher. Pendant ce temps, au village Folak, essayait d'avancer. Les choses avec Adévalé devenaient plus simples. Après leur conversation sous le manguier, elle avait décidé de ne plus regarder son mari avec méfiance. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour guérir complètement de ses anciennes blessures. Mais elle faisait un effort. Et Adévalé faisait le même effort de son côté. Il lui parlait davantage de son travail. Il lui expliquait certains projets. Il lui racontait les difficultés qu'il rencontrait dans ses entreprises. Peu à peu, Folak découvrait un homme qu'elle ne connaissait pas encore complètement. Un homme capable de gérer des affaires importantes toute la journée, puis de rentrer le soir pour réparer une chaise cassée ou porter un sac de charbon à une vieille voisine. Un homme qui pouvait signer des contrats dans un bureau luxueux, puis s'asseoir dans la poussière avec des enfants pour réparer leur vélo. Un après-midi, Folak accompagna Adévalé à Abidjan pour la première fois. Il devait visiter un terrain sur lequel il voulait construire un centre de formation pour les jeunes femmes du quartier. Pendant qu'ils marchaient ensemble sur le terrain vide, Adévalé expliquait calmement ses idées. Beaucoup de filles abandonnent l'école parce qu'elles n'ont pas d'argent ou parce qu'elles tombent enceintes trop tôt. Si elles apprennent un métier, elles pourront au moins vivre avec dignité. Folak le regardait parler. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, aucun besoin de montrer qu'il était riche, seulement l'envie sincère d'aider. « Pourquoi tu fais tout ça » demanda-t-elle. Adéwal sourit légèrement. « Parce que quand on a beaucoup reçu dans la vie, on doit rendre quelque chose. » Ces mots touchèrent profondément Folak, parce qu'elle connaissait des gens beaucoup moins riches qu'Adéval, mais beaucoup plus égoïstes. Le soir, en rentrant au village, ils croisèrent un homme âgé dont la moto était tombée dans un fossé. Sans hésiter, Adévalé arrêta la voiture, descendit et passa presque 1 heure à aider l'homme à sortir son véhicule. Folak l'observait en silence. Plus elle apprenait à connaître son mari, plus elle comprenait que sa richesse n'était pas ce qui faisait sa valeur. Sa vraie richesse se trouvait ailleurs, dans sa manière de regarder les autres, dans sa patience, dans sa bonté discrète. Quelques jours plus tard, Adouni appela encore. Cette fois, sa voix semblait plus fragile. « Comment vas-tu, ma fille ?» Folak resta silencieuse quelques secondes. Une partie d'elle avait encore envie de raccrocher, mais une autre partie était fatiguée de porter cette colère en permanence. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Adouni resta silencieuse un instant, puis elle répondit « Parce que je me rends compte que j'ai perdu ma fille pour de mauvaises raisons. » Folak ferma les yeux. Ces mots étaient tout ce qu'elle avait voulu entendre pendant des mois. Et pourtant ils arrivèrent trop tard. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Je comprends. » Après l'appel, Folak resta longtemps assise dans la cour. Adéval vint s'asseoir à côté d'elle. « C'était ta mère. » Elle hocha la tête. « Elle veut me voir. » Et toi, Folak, regarda le ciel. « Je ne sais pas. Tu n'es pas obligé de lui pardonner tout de suite. Je sais. » Adéval posa doucement sa main sur la sienne. « Mais tu n'es pas obligé non plus de garder toute cette douleur pour toujours. » Folak sentit ses yeux se remplir de larmes, parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. La colère lui avait permis de survivre.
Mais elle ne pouvait pas construire toute sa vie dessus. Pendant ce temps, dans sa grande maison devenue silencieuse, Yetunde regardait son reflet dans le miroir. Elle portait encore ses beaux vêtements. Elle avait encore ses bijoux. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se trouvait plus belle. Elle voyait seulement une femme fatiguée. Une femme qui avait passé des années à vouloir prendre ce qui appartenait aux autres et qui se retrouvait maintenant seule même au milieu du luxe. Quelques semaines plus tard, la situation de Tunde devint beaucoup plus grave. Au début, Yetunde avait cru qu'il s'agissait seulement de problèmes passagers. Elle pensait que quelques contrats annulés, quelques dettes et quelques retards de paiement n'étaient pas suffisants pour faire tomber un homme comme lui. Mais elle se trompait. Chaque jour apportait une mauvaise nouvelle. Une entreprise refusait de renouveler un partenariat. Une banque réclamait le remboursement immédiat d'un prêt. Des employés menaçaient de quitter la société parce qu'ils n'étaient plus payés à temps. Tunde passait désormais ses journées enfermé dans son bureau entouré de dossiers et de documents. Il dormait peu, il mangeait à peine. Son visage était devenu plus dur, plus fermé. Un matin, Yetunde entra dans son bureau sans frapper. Elle le trouva assis devant son ordinateur, les mains sur le visage. Sur l'écran, plusieurs articles de presse étaient affichés. Son nom apparaissait dans les titres. On parlait de malversation de contrats suspects, d'argent disparu, de fausses factures. Yetunde sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que c'est » Tunde resta silencieux. Quelques secondes avant de murmurer. « Ils ont ouvert une enquête. Une enquête. Oui. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Si les choses tournent mal, je peux tout perdre. » Yetunde sentit la peur traverser tout son corps. « Non, ce n'est pas possible. Dans ce pays, tout est possible. » Il détourna les yeux. « Et si certains dossiers sortent, je peux même aller en prison. » Ces mots résonnèrent dans toute la pièce. Pendant plusieurs secondes, Yetunde n'arriva plus à respirer correctement. Elle pensa à la maison, aux voitures, aux vêtements, aux bijoux. Puis elle pensa à la prison, à la honte, aux voisins, à toutes les personnes qui avaient passé des années à les envier. Elle sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle d'une voix presque cassée. Tunde eut un rire amer. « Maintenant tu dis « on ». Elle baissa les yeux, parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. Pendant longtemps, elle n'avait pensé qu'à ce que cette vie lui apportait. Mais elle n'avait jamais réellement été là quand Tunde avait besoin d'elle. Quelques jours plus tard, les choses empirèrent encore. 2 voitures furent saisies. Un compte bancaire fut bloqué. Des amis cessèrent de répondre au téléphone. Des cousins qui passaient autrefois tous les week-ends à la maison disparurent soudainement. Même certaines femmes qui se disaient proches de Yetunde arrêtèrent de l'appeler. Elle comprit alors une vérité douloureuse. Beaucoup de gens aiment les riches, mais très peu aiment réellement les personnes derrière l'argent. Pendant ce temps, Folak vivait paisiblement au village. Elle travaillait sur plusieurs commandes de couture et aidait Adewale à préparer l'ouverture du futur centre de formation. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des tissus dans la petite boutique qu'Adewale lui avait aidé à ouvrir près du marché, elle vit une silhouette s'approcher lentement. Elle leva les yeux. Elle vit le va tromprotype rebeu. Elle vit le va. Elle vit tromprotype. Son cœur se serra immédiatement. Yetunde se tenait devant elle. Elle n'était plus la femme élégante et sûre d'elle qu'elle avait connue. Ses vêtements étaient simples, son maquillage presque absent. Ses yeux semblaient fatigués. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Puis Yetunde murmura « Est-ce qu'on peut parler ?» Folak resta immobile. Une partie d'elle voulait lui fermer la porte au visage. Une autre voulait savoir pourquoi elle était venue jusque-là. Finalement, elle sortit de la boutique. Elles allèrent s'asseoir sous un arbre un peu plus loin. Le silence entre elles était lourd. Puis Yetunde commença à pleurer. Folak la regarda avec surprise. Elle n'avait jamais vu sa sœur pleurer ainsi. Pas pour de vrai, pas sans colère, pas sans orgueil. « Tunde a des problèmes » murmura Yetunde. « De très gros problèmes. » Folak ne répondit pas. « Il risque de tout perdre. » Et alors, Yetunde baissa les yeux. « Je sais que je ne mérite rien de toi. »« Non, tu ne mérites rien. » Ces mots firent trembler Yetunde. Mais Folak ne regrettait pas de les avoir dit, parce qu'ils étaient vrais. Yetunde essuya ses larmes. « Je sais ce que je t'ai fait.
Je sais que je t'ai humilié. Je sais que je t'ai pris la seule personne que tu aimais à ce moment-là. Et je sais que maman t'a abandonné aussi. Folak sentit sa gorge se serrer. Alors, pourquoi tu es là? Yetund resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit. Parce que je n'ai plus personne. Folak détourna les yeux. Ces mots lui firent mal malgré elle. Parce qu'elle se souvenait très bien de ce sentiment. Le sentiment d'être seule, complètement seule. Les gens qui étaient toujours autour de nous ont disparu, continua Yetund. Cher, les amis, les cousins, les voisins, tout le monde est parti. Elle baissa encore davantage la tête. Et je crois que je commence enfin à comprendre ce que je t'ai fait vivre. Folak sentit une boule se former dans sa poitrine. Elle ne voulait pas avoir pitié. Elle ne voulait pas oublier. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer complètement la douleur qu'elle voyait devant elle. À ce moment-là, Adewale arriva près de la boutique. Il aperçut les deux sœurs sous l'arbre. Quand il comprit que Yetunde pleurait, il ralentit le pas. Folake se leva et marcha vers lui. Elle demande de l'aide, murmura-t-elle. Puis il demanda doucement, « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Folak resta silencieuse. Elle regarda sa sœur. Elle revit toutes les humiliations, les regards moqueurs, les mensonges, le mariage volé, la voix froide de sa mère. Mais elle vit aussi une femme brisée, une femme qui n'avait plus rien de l'arrogance d'autrefois. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. Adewale posa doucement sa main sur son épaule. Aider quelqu'un ne veut pas dire oublier ce qu'il a fait. Folak leva les yeux vers lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu choisis quel genre de personne tu veux être. Ces mots restèrent longtemps dans son cœur. Le soir venu, Yetunde revint une dernière fois vers elle avant de partir. « Je ne te demande pas de me pardonner, dit-elle. Je sais que je ne le mérite pas encore. » Elle essuya ses larmes. « Mais si tu acceptes de m'aider, je te promets que je dirai enfin toute la vérité. » Folak la regarda partir lentement sur la route poussiéreuse. Elle sentait encore sa colère. Mais elle sentait aussi autre chose, une fatigue immense. La fatigue de porter la haine pendant trop longtemps. Et pour la première fois, elle se demanda si aider sa sœur n'était pas peu, être une façon de se libérer elle-même. Pendant plusieurs jours, Folak ne donna aucune réponse à Yetunde. Elle continuait à travailler dans sa boutique à coudre, à aider Adewale dans ses projets. Mais son esprit revenait toujours vers la même question. Devait-elle aider sa sœur? Chaque fois qu'elle repensait à Yetunde assise sous l'arbre, les yeux rouges, les épaules tremblantes, elle sentait sa colère se mélanger à autre chose, de la tristesse. Parce qu'au fond d'elle-même, elle voyait enfin ce que Yetunde avait toujours essayé de cacher. Sa peur, sa jalousie, son vide. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la cour après le dîner, Folak posa doucement sa tasse de thé sur la table. « Je pense que je vais l'aider. » Adewale releva les yeux vers elle. « Tu es sûre ?» Folak resta silencieuse quelques secondes. « Non, je ne suis sûre de rien. Mais je sais que si je laisse cette histoire me transformer en quelqu'un d'amer, alors Yetunde aura pris encore plus que mon fiancé. » Adewale la regarda longuement. Puis, il hocha lentement la tête. « Alors aide-la. Mais aide-la avec des limites. » Quelles limites? La vérité, la responsabilité et le changement. Folak comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle n'était pas obligée d'oublier. Elle n'était pas obligée de faire semblant que rien ne s'était passé. Mais elle pouvait choisir de ne pas répondre au mal par le mal. Le lendemain, elle appela Yetunde. Sa sœur répondit dès la première sonnerie. « Folak, viens demain au village. » Yetunde resta silencieuse quelques secondes. Puis sa voix se brisa. « Merci. » Le lendemain, Yetunde arriva tôt le matin. Elle semblait encore plus fatiguée que la semaine précédente. Quand elle entra dans la cour, elle baissa immédiatement les yeux. Tante Iabo lui servit du thé sans rien dire. Puis Folak l'invita à s'asseoir sous le manguier. « Je vais t'aider, dit-elle calmement. Mais pas pour sauver votre luxe, pas pour sauver votre réputation. » Yetunde releva les yeux. « Alors pourquoi ? Pour les gens qui travaillent, pour Tunde, pour les employés qui risquent de perdre leur salaire, pour les familles qui dépendent de cette entreprise. » Yetunde sentit les larmes revenir. « Mais avant ça, il y a quelque chose que tu dois faire. » « Quoi dire la vérité ?» Yetunde pâlit légèrement. « Quelle vérité ?»
toute la vérité, pas seulement à moi, à maman, au quartier, à tout le monde. Le silence tomba entre elles. Folak continua. Tu dois reconnaître ce que tu m'as fait. Tu dois dire que tu m'as trahi, que tu m'as humilié, que tu as pris ma place parce que tu étais jalouse. Yetunde sentit sa gorge se serrer. Devant tout le monde. Oui. Elle baissa les yeux. Pendant toute sa vie, Yetunde avait protégé son image plus que tout. Même quand elle mentait, elle voulait encore paraître élégante, fort enviée. L'idée de reconnaître publiquement sa faute lui semblait presque insupportable. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à fuir. Quelques jours plus tard, Adouni accepta de venir au village. Quand elle arriva, elle semblait plus vieille, plus fragile. Dès qu'elle vit Folak, ses yeux se remplirent de larmes. Mais Folak resta immobile. Elle ne courut pas vers sa mère. Elle ne la prit pas dans ses bras, parce que certaines blessures ont besoin de temps avant de pouvoir être touchées. Adouni s'assit lentement sous le manguier. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Yetunde prit une inspiration tremblante. « Maman, il faut que je dise quelque chose. » Adouni tourna lentement la tête vers elle. Yetunde baissa les yeux. « Tout ce qui est arrivé à Folak, c'est ma faute. » Le silence devint lourd. « J'étais jalouse d'elle depuis des années. » Continua Yetunde. Jalouse parce que les gens la trouvaient gentille, parce qu'ils la respectaient, parce qu'elle attirait naturellement l'amour des autres sans avoir besoin de faire des efforts. Ses mains tremblaient. Quand Toun s'est intéressé à elle, je n'ai pas supporté. Je voulais prouver que j'étais plus belle, plus forte, plus importante. Elle commença à pleurer. Alors je lui ai parlé en secret. Je l'ai attiré vers moi. Et quand j'ai vu qu'il hésitait, j'ai continué. Adouni ferma les yeux. Folak restait silencieuse. Yetunde releva enfin la tête vers sa sœur. « Je t'ai volé ce qui était à toi. Et quand tu souffrais, je me sentais forte. » Sa voix se brisa complètement. « Mais je n'ai jamais été heureuse, Folak. Jamais. » Adouni se mit à pleurer elle aussi. Elle regarda Folak avec un visage rempli de honte. « Ma fille, pardonne-moi. » Folak sentit ses yeux se remplir de larmes malgré elle. Adouni continua. Quand ton père est mort, j'ai eu peur. Peur de manquer d'argent. Peur que nous tombions encore plus bas. Alors quand Toun est arrivé, je n'ai vu que ce qu'il pouvait nous apporter. Elle baissa les yeux. J'ai oublié que tu étais ma fille, avant d'être une solution à mes problèmes. Ces mots brisèrent quelque chose à l'intérieur de Folak. Ah, 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 ah. Ah, parce que c'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu entendre. La vérité. Pas une excuse. Pas un mensonge. La vérité. Folak resta silencieuse longtemps. Puis elle regarda sa mère. « Je ne peux pas oublier ce que vous m'avez fait. » Adouni baissa encore davantage la tête. « Je sais, mais je ne veux plus vivre avec cette douleur toute ma vie. » Yetunde pleurait toujours. Adouni aussi. Même tante Yabo avait les yeux humides. Plus tard dans la journée, Adevalel vint les rejoindre. Il s'assit calmement dans la cour et expliqua ce qu'il pouvait faire pour aider les employés de Tund. « Je ne vais pas sauver son entreprise, dit-il. S'il a fait des erreurs, il doit en assumer les conséquences. » Il regarda Yetunde. Mais les secrétaires, les chauffeurs, les comptables, les ouvriers, eux ne doivent pas payer pour ses fautes. Yetunde hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprenait ce qu'était la vraie dignité. Ce n'était pas une robe chère. Ce n'était pas une voiture. Ce n'était pas le regard des voisins. La dignité, c'était la capacité d'admettre ses fautes et de regarder les autres en face. Quelques semaines plus tard, Tund perdit une grande partie de sa fortune. Sa maison fut vendue. Ses voitures disparurent. Beaucoup de ses anciens amis cessèrent définitivement de répondre à ses appels. Mais grâce à Advalé, plusieurs employés purent retrouver du travail dans d'autres entreprises. Folak observait tout cela de loin. Et elle comprenait enfin quelque chose. La justice ne consiste pas toujours à détruire ceux qui nous ont fait du mal. Parfois, la vraie justice consiste simplement à laisser la vie leur montrer ce qu'ils ont perdu. Les mois passèrent lentement après cette journée sous le manguier. Pour la première fois depuis longtemps,
Quelque chose ressemblant à la paix commençait à entrer dans la famille. Ce n'était pas une paix parfaite. Certaines blessures restaient encore sensibles. Il arrivait encore à Folak de repenser à certaines humiliations et de sentir une douleur discrète traverser sa poitrine. Il arrivait encore à Adouni de pleurer seule en repensant au mal qu'elle avait fait à sa fille. Il arrivait encore à Yetunde de baisser les yeux lorsqu'elle croisait le regard de sa sœur. Mais malgré cela, quelque chose avait changé. Les mensonges avaient disparu, et parfois la vérité est douloureuse. Mais elle est plus légère à porter qu'un mensonge. Folak continuait à travailler dans sa boutique de couture près du marché. Grâce à l'aide d'Adval, elle avait pu agrandir un peu l'endroit. Elle avait acheté une deuxième machine à coudre, une nouvelle table et plusieurs rouleaux de tissu. Quelques jeunes filles du village venaient désormais apprendre avec elle. Folak leur montrait comment prendre des mesures, couper les tissus, faire des ourlets propres et utiliser une machine sans se blesser. Elle aimait ces moments. Elle voyait dans les yeux de ces jeunes filles la même peur qu'elle avait connue autrefois. La peur de ne pas avoir d'avenir. La peur de dépendre toujours de quelqu'un. Alors elle essayait de leur transmettre plus qu'un métier. Elle essayait de leur transmettre un peu de confiance. Un matin, alors qu'elle ajustait une robe sur un mannequin, elle sentit soudain un vertige. Elle posa immédiatement sa main sur la table. Une des jeunes filles accourut vers elle. « Madame Folak, ça va ?»« Oui, je crois. » Mais quelques minutes plus tard, le vertige revint. Le soir, Adevallé insista pour l'emmener voir un médecin dans une petite clinique de la ville voisine. Folak s'assit dans la salle d'attente nerveuse. Elle détestait les hôpitaux depuis la mort du père d'Adeval et les souvenirs de maladies qui l'avaient entourée. Quand le médecin revint avec les résultats, il sourit doucement. « Félicitations. » Folak fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Le médecin posa les papiers sur son bureau. « Vous êtes enceinte. » Pendant quelques secondes, elle resta immobile, comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis elle tourna lentement la tête vers Adval. Il la regardait déjà. Ses yeux étaient pleins d'émotion. Folak sentit immédiatement les larmes monter. Elle posa une main tremblante sur son ventre. « C'est vrai ?» Le médecin sourit. « Oui. » En sortant de la clinique, aucun des deux ne parla tout de suite. Ils marchaient lentement vers la voiture, pendant que le soleil descendait derrière les arbres. Puis, Adevallé s'arrêta. Il regarda Folak longtemps, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit des larmes dans ses yeux. « Je pensais que Dieu m'avait tout pris, » murmura-t-il. Folak sentit sa gorge se serrer. Adewal posa doucement sa main sur son ventre. « Et maintenant il me redonne quelque chose. » Cette nuit-là, ils restèrent longtemps éveillés. Ils parlaient doucement, comme s'ils avaient peur que le bonheur disparaisse s'ils parlaient trop fort. Folak pensait à tout ce qu'elle avait perdu. Puis elle regardait Advalé. Elle regardait leur maison. Et elle comprenait qu'elle avait aussi gagné quelque chose de plus grand que ce qu'on lui avait pris. Quelques jours plus tard, elle annonça la nouvelle à tante Iabo. La vieille femme poussa un cri de joie et serra Folak dans ses bras. Même Adouni pleura quand elle l'apprit. Elle vint au village avec plusieurs pagnes et de petits vêtements pour bébé qu'elle avait commencé à acheter. Au début, Folak se sentit un peu gênée. Pendant longtemps, elle avait rêvé de vivre ce genre de moment avec sa mère. Et maintenant que cela arrivait enfin, elle ne savait plus très bien comment se comporter. Mais peu à peu, elle accepta de laisser sa mère entrer de nouveau dans sa vie. Pas comme avant. Pas complètement, mais suffisamment pour recommencer quelque chose. Yetundel aussi apprit la nouvelle. Quand elle arriva au village, elle tenait dans les mains une petite paire de chaussons blancs qu'elle avait achetés. Elle resta debout devant Folaké, pendant plusieurs secondes, sans parler. Puis elle tendit doucement les chaussons. « Je sais que je n'ai pas le droit d'agir comme si tout était normal, » murmura-t-elle. « Mais je suis heureuse pour toi. » Folak prit les chaussons lentement. Elle regarda sa sœur. Yetunde avait changé. Elle portait des vêtements simples maintenant. Elle avait vendu presque tous ses bijoux pour aider Tunde à rembourser certaines dettes. Elle travaillait parfois dans une petite boutique tenue par une cousine. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme arrogante qu'elle avait été autrefois. « Merci », dit doucement Folak. Ce simple mot fit pleurer Yetunde. Quelques semaines plus tard, Tunde vint lui aussi au village. Il n'avait plus sa voiture de luxe. Il portait une chemise simple, légèrement usée. Il semblait plus maigre, plus vieux.
Quand il vit Folak dans la cour avec sa main posée sur son ventre, il resta silencieux plusieurs secondes. Puis il baissa les yeux. « Je voulais juste te dire que je suis content pour toi. » Folak le regarda calmement. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne ressentait plus de colère en le voyant, seulement une sorte de tristesse lointaine, comme lorsqu'on pense à une personne qu'on a connue autrefois, mais qui ne fait plus vraiment partie de notre vie. « Merci », répondit-elle simplement. Tund hocha la tête, puis il regarda Adewale qui se tenait un peu plus loin. Pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent. Enfin Tund murmura « Tu as eu plus de courage que moi ». Adewale ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas besoin de répondre. Tout était déjà visible dans leur vie respective. Le soir, après le départ de tout le monde, Folak s'assit seule sous le manguier. Elle regardait les étoiles. Elle posa doucement sa main sur son ventre. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été. La jeune femme, humiliée, abandonnée, trahie. Puis elle pensa à celle qu'elle était devenue. Une femme plus forte, plus calme. Une femme qui avait appris que les plus grandes bénédictions arrivent parfois après les plus grandes douleurs. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Et pour la première fois de sa vie, Folak ne regrettait plus rien de son passé. Parce qu'elle comprenait enfin que certaines portes doivent se fermer pour nous conduire vers une vie que nous n'aurions jamais osé imaginer. Quelques années plus tard, la vie de Folak n'avait plus rien à voir avec celle qu'elle avait connue autrefois. La petite maison du village existait toujours. Adewale avait refusé de la vendre ou de la remplacer par une villa immense. Il disait souvent que c'était dans cette maison qu'il avait retrouvé le goût de vivre et qu'il ne voulait jamais oublier cela. Ils avaient simplement agrandi un peu la cour, ajouté quelques chambres et construit une petite terrasse couverte où la famille se réunissait le soir. Folak et Adewale avaient désormais 2 enfants. Une petite fille nommée Amara, douce et curieuse, qui ressemblait beaucoup à sa mère. Et un petit garçon nommé Dayo, toujours en mouvement, toujours prêt à courir après les poules ou à grimper dans les arbres. Le rire des enfants remplissait la maison du matin au soir. Parfois, quand Folak les regardait jouer dans la cour, elle avait encore du mal à croire que cette vie était devenue la sienne. Elle repensait à la jeune femme qui avait quitté Abidjan avec un sac et un cœur brisé. Elle repensait au quart poussiéreux, au regard froid de sa mère, aux moqueries du quartier. À l'époque, elle croyait que sa vie était terminée. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle ne faisait que commencer. Le centre de formation imaginé par Adewale avait finalement ouvert ses portes. Au début, ce n'était qu'un petit bâtiment, avec quelques machines à coudre, une salle de coiffure et un espace pour apprendre la cuisine et la gestion. Puis avec le temps, le projet grandit. Des dizaines de jeunes femmes y passaient chaque année. Certaines avaient été abandonnées par leur famille. Certaines avaient quitté l'école trop tôt. Certaines avaient été trahies, rejetées, humiliées. Folak aimait passer du temps avec elles. Elle leur racontait parfois une partie de son histoire. Un matin, alors qu'elle visitait une salle de couture avec plusieurs jeunes filles, l'une d'elles leva timidement la main. « Madame Folak, comment avez-vous fait pour pardonner ?» Folak resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit doucement « Je n'ai pas pardonné en un jour, et je n'ai pas oublié. Mais j'ai compris qu'en gardant toute cette colère dans mon cœur, je continuais à laisser les autres décider de ma vie. Les jeunes filles l'écoutaient sans bouger. Le pardon ne change pas le passé. Mais parfois, il libère l'avenir. » Pendant ce temps, Yetunde travaillait désormais dans la fondation. Au début, beaucoup de gens trouvaient cela étrange. Certains pensaient qu'elle cherchait seulement à profiter de l'argent d'Adewale. D'autres disaient qu'une femme comme elle ne pouvait pas vraiment changer. Mais avec les années, Yetunde avait prouvé le contraire. Elle arrivait tôt le matin. Elle aidait à organiser les dossiers. Elle accompagnait certaines jeunes femmes à leurs rendez-vous médicaux. Elle passait parfois des heures à écouter celles qui pleuraient. Elle ne cherchait plus à être admirée. Elle cherchait seulement à être utile. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ensemble plusieurs cartons de vêtements, Yetunde regarda Folak. « Tu sais, je pense souvent à ce que ma vie serait devenue si je ne t'avais pas fait tout ce mal. » Folak posa lentement le carton qu'elle tenait. « Moi aussi. » Yetunde baissa les yeux. « Parfois, je me dis que j'ai détruit ma propre vie pour gagner quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Folak resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit « Peut être.
Mais tu peux encore décider de ce que tu fais du reste de ta vie. Yetunde sentit ses yeux se remplir de larmes. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait que sa sœur lui offrait quelque chose qu'elle ne méritait pas vraiment, une deuxième chance. Quant à Tunde, sa vie avait changé radicalement. Après avoir perdu une grande partie de sa fortune, il avait quitté la grande maison d'Abidjan. Il vivait désormais dans un appartement modeste. Il travaillait pour une petite société de transport qui n'avait rien à voir avec le monde luxueux qu'il avait connu auparavant. Certaines personnes du quartier continuaient à parler de lui avec mépris. D'autres disaient qu'il avait simplement reçu ce qu'il méritait. Mais Folake ne parlait presque jamais de lui, parce qu'elle ne ressentait plus ni haine ni envie de revanche. Tunde venait parfois au centre de formation pour apporter des fournitures scolaires ou aider à réparer certaines choses. Il restait discret. Il ne cherchait jamais à attirer l'attention. Un jour, alors qu'il réparait une vieille étagère dans une salle de classe, Dayo s'approcha de lui. « Pourquoi tu viens toujours ici ?» demanda l'enfant avec innocence. Tunde sourit légèrement. « Parce que parfois, quand on a fait beaucoup d'erreurs, on essaie de faire un peu de bien. » Le petit garçon hocha la tête comme s'il comprenait. Le soir, lorsque tout le monde était parti, Folake resta seul quelques minutes dans la cour de la fondation. Le soleil descendait lentement. « Mazimina soin, Mazimina soin !» Elle entendait au loin les rires de ses enfants. Adeval arriva derrière elle et posa doucement une main sur son épaule. « Tu penses à quoi ?» Folake regarda le ciel. « À tout ce qui s'est passé. Et tu regrettes quelque chose. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle secoua doucement la tête. Non. Elle regarda son mari, cet homme qu'elle avait d'abord pris pour un simple réparateur de moto, cet homme qui l'avait regardé avec respect quand elle n'avait plus rien, cet homme qui lui avait offert une famille, une paix et une dignité qu'aucun autre homme ne lui avait donnée. « Si Yetunde ne m'avait pas trahi, dit-elle doucement, je n'aurais jamais eu cette vie. » Adewale lui sourit. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Et Folake comprit une dernière fois ce qu'elle avait mis si longtemps à apprendre. Certaines personnes nous brisent le cœur. Certaines personnes nous ferment des portes. Mais parfois, derrière cette douleur, la vie prépare quelque chose de plus beau que tout ce que nous avions perdu. La vie n'est pas toujours juste. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus nous trahissent. Parfois, ceux qui devraient nous protéger deviennent ceux qui nous blessent le plus profondément. Folake a perdu un homme, une sœur, une mère et même sa place dans sa propre maison. Pourtant, au moment où elle croyait que tout était fini, sa vie lui préparait autre chose. Cette histoire nous rappelle que ce qui semble être une malédiction aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain. Elle nous rappelle aussi que l'argent, la beauté et les apparences ne suffisent pas à construire une vie solide. La vraie richesse se trouve dans le respect, la fidélité, la patience et la paix. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Folake? Auriez-vous pardonné à votre sœur après une telle trahison? Pensez-vous que Yetunde méritait une seconde chance? Et selon vous, Tunde a-t-il vraiment compris ses erreurs? Ou a-t-il seulement regretté d'avoir perdu une femme exceptionnelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre histoire, votre expérience ou votre opinion peuvent toucher quelqu'un qui traverse une épreuve semblable. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, inspirés de la vie, de la douleur, du pardon et de la justice.